Alors là, vous avez vu, ça fait du bien se reposer un peu. Si vous plantez des tomates et que vous les laissez dans la lumière jour et nuit, elles stressent. Les tomates, il faut leur éteindre la lumière. Quand vous avez des petites lampes, pour les faire pousser, vous les mettez sur la lumière et vous laissez sous toute la nuit parce que ça coûte pas cher et puis que ça va bien pousser, vous les stressez. Il faut leur éteindre la lumière au moins 8 heures par jour. Parce que ce sont des plantes, quand on dit acclimatées, adaptées, ce sont des plantes tropicales. Et donc elles ont l'habitude d'avoir le même nombre d'heures de jour et de nuit. Et si vous regardez les gourges, ce sont aussi des plantes tropicales. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est qu'en été, ça ne bouge pas vraiment. Et puis d'un coup, ça reprend un fin août, ça reprend de la vigueur. Et vous dites, merde, tout l'été, j'ai essayé de faire pour que ça pousse. Eh ben, ça n'a pas poussé. Eh ben, au mois de fin août, quand les jours commencent à se raccourcir, hop, ça repart. Et à passer septembre, octobre, c'est en pleine forme, ça fait des rejets, puis ça gèle. Parce que là, c'est plus adapté, c'est sûr. Donc une gourge, il faut la planter très tôt, il faut la bichonner très tôt, pour que son feuillage et tout ça prennent une ampleur, et alors elle vous donnera des fruits l'été. Mais si elle n'a pas réussi à avoir une ampleur de feuillage suffisant, et c'est pas en été qu'elle prendra une ampleur de feuillage. Donc on est le solstice d'hiver, l'équinoxe d'hiver, c'est le 21 mars, c'est là que ça pousse le mieux. Mars, avril, mai, c'est là que ça pousse le mieux. Et après ça végète pendant tout l'été. Il faut le savoir ça. Donc vous avez un autre truc pour la tomate. La tomate, il faut 70 jours, pour les grosses, pas pour les tomates cerises, 70 jours de la fleur au fruit. Première fleur 1er mai, premier fruit 14 juillet. Première fleur 1er juin, premier fruit 15 août. Et si vous traînez, vous n'aurez rien. Et grosso modo, c'est entre le 15 juillet et le 15 août que vous récoltez vraiment vos tomates. Après, si vous avez des tomates plus petites, le cycle est plus court. Tomates cerises, le cycle est plus court. Voilà. Il n'y a pas les seins de glace, là, parce que vous dites... Mais moi, j'ai un appartement, j'ai une serre, j'ai machin, les seins de glace, je leur fais la nid. Mais c'est sûr qu'ici, tu les crains beaucoup plus qu'au jardin de Saint-Gall. Surtout qu'ils sont entourés de choses qui produisent de la chaleur. Voilà. On peut les couvrir aussi un peu. Oui, c'est pour ça, mais sachez que... Saint-Gall, les premières fleurs au 1er mai, vous pouvez. Dans le Korsberg, c'est comme ça qu'ils font. Et ça, les gens qui sont à l'intérieur des villages, même ici à l'intérieur des cours intérieurs, ils les ont, la première fleur au 1er mai. Moi, chez moi, à 200 mètres de chez moi, en plein village, moi je suis un peu dans la zone de village où il y a, disons, un espace plus grand. C'est-à-dire qu'il y a encore des zones non bâties, et on a un courant d'air qui passe. Moi, je ne peux pas sortir mes tomates avant le 1er juin. 50 mètres avant, ils sont dans le village. Au 1er mai, ils ont leurs fleurs. Et dehors. Donc, vous voyez, c'est l'environnement qui joue vraiment un rôle. C'est bon. On va reparler un peu de nos besoins. On va passer rapidement parce que, je veux dire, on ne peut rien y faire là-dessus. Ce sont des informations que je vous donne. Donc, vous voyez la pomme, tonne en hectare, aussi 40 tonnes. Mais, regardez voir, pomme, 20 unités en kilogrammes par hectare, 20 kg par hectare d'azote. La poire, 30 kg à l'hectare. Le calcium, je disais un peu moins, c'est les 2/3. Mais on est en tonnes, et le calcium, vous voyez, qu'il y en a quand même beaucoup. Parce que les feuilles dans les vergers, ça c'est le besoin du verger. C'est pas ce que pompe la plante. Le tableau d'avant, vous avez ce que pompe la plante. Et ça, c'est le besoin du verger. Ça veut dire que les feuilles dans le verger, on ne les ramasse pas. Donc le calcium reste dedans. C'est seulement vous, sur vos gazons, qui le ramassez.
Donc vous voyez la différence entre je ramasse pas mes feuilles et je ramasse mes feuilles, ce qui se passe. On déséquilibre. Ah oui, vous déséquilibrez énormément. Donc à un moment donné, il faut vous poser la question, comment vous allez faire pour amener ce qui manque, hein. Et dans vos jardins, il faut faire attention à ça. Hein. Après, il faut observer la plante, et avec l'expérience, vous le verrez, mais le bitter pit, hein, c'est ce qu'on dit, c'est 3 jours après la récolte, ça apparaît. Et c'est un traitement dans la fleur qui le fait. C'est pourquoi c'est un déséquilibre où vous pouvez aussi traiter au bord, dans la fleur. Pourquoi le bord fixe l'azote, hein. Donc vous avez des chélates et vous avez des traitements au bord. Alors ce sont des médicaments. Hein. Il faut les considérer comme des médicaments. Il ne faut pas les considérer comme un traitement qui va tuer les abeilles et des choses comme ça. Ça n'a aucune incidence sur l'abeille. C'est du minéral que vous mettez dessus. Si vous mettez l'abeille par terre et vous la roulez dans le sable, elle ne va pas mourir. Hein. Pourtant, elle est pleine de silice et des choses comme ça. Et si vous dites, maintenant, je vais traiter à la silice sur l'arbre, je vais tuer les abeilles, donc c'est cette hérésie-là. Il faut arriver à séparer les choses. Ce qui est très embêtant dans les traitements, c'est les traitements insecticides et les traitements fongicides. Tout ce qui est cide est très gênant. Hein. Voilà. Le reste, la plante a besoin d'être nourrie. Voilà, observez-la. La silice, c'est l'infusion de prêle. Oui. Vaporisée, ça marche. Ben, c'est de la silice, c'est ce qui est le plus riche en silice. Donc là, je vous invite à regarder un peu la documentation. On ne va pas rentrer là-dedans parce que sinon, c'est 3 semaines qu'il nous faut. C'est plus une journée. Hein. Le but, c'est ce que je vous dis. Je vous donne les éléments de manière à ce que vous ne soyez pas perdus. Alors, vous voyez que l'azote, le poirier en veut aussi. Vous avez la moitié d'azote par rapport à la production de fruits. Vous avez plus d'azote hein, et pour la poire. Et vous regardez pour la cerise, vous n'avez que 12 tonnes à l'hectare. Hein. Donc un cerisier ne... Pardon. Le cerisier produit beaucoup moins. Et vous regardez, en azote, il en a besoin de plus que le pommier. Hein. Donc c'est un fruit, c'est ce qu'on disait, hein, c'est un fruit de riche. La cerise est un fruit de riche, parce qu'il y avait besoin de sols beaucoup plus fertiles, alors que la pomme, elle donne plus facilement. Hein. Et vous regardez, dans le K2O, c'est le kalium, c'est potasse, kalium en allemand. C'est pour ça que c'est K. Oui. Si on met on sème des orties au pied des arbres, ça apporte l'azote. Seulement quand elles auront fané et pourri. Ah ouais. Hein. Et les orties ne poussent que dans les lieux qui sont très humifères. Donc si vous n'êtes pas humifère, c'est-à-dire que si vous voulez des orties dans votre coin, vous étendez de l'herbe sur cette hauteur, vous attendez 5 ans et vous n'arriverez plus à enlever les orties. Dans les châteaux forts, vous faites le tour du château fort. Là où vous avez des orties sur la pente, c'est là où il y avait les latrines. C'est-à-dire les gens allaient sur le créneau, pof, ça tombait en bas, et là il y a des orties. Et il y a des orties, combien 300 ans, 400 ans après encore. Et ça fait 300, 400 ans que les gens n'ont plus utilisé, alimenté. Donc il y a des choses qui restent vraiment dans le sol. Hein. Voilà. Donc vous pouvez changer durablement le sol. Par contre, si vous avez un sol trop humifère, trop nitrophile, si on dit, vous ne pourrez plus semer de haricots. Ça ne marche plus. Et vous n'aurez plus de trèfle, parce que le trèfle ne pousse que là où il y a un manque d'azote, puisque le trèfle pompe l'azote dans l'air et le met dans le sol. D'une manière générale, c'est une question qu'on peut se poser en tant que jardinier, c'est est-ce qu'une plante qui a des gros... donc elle a fait une fabacée, donc qui va chercher son azote dans l'air, est-ce que spontanément elle fuit les milieux qui sont riches en azote? Oui. Et pour quelle raison finalement? Mais parce qu'elle est dans un endroit elle ne le fait pas elle-même. Elle le fait parce qu'il y a des bactéries qui vont choper l'azote de l'air et vont fabriquer dans les petits nodules de l'azote, des nitrates pour autour et la plante. Et en contrepartie, la plante les nourrit avec du sucre, hein, de la sève élaborée. S'il y a
du nitrate partout, ces bactéries ne se développent pas. Donc elle va être orpheline. D'accord. C'est pas forcément la plante, mais c'est qu'elle ne trouve pas son milieu favorable. Alors quand elle ne trouve pas son milieu favorable, c'est une plante chétive qui ne va pas faire de fruits, donc il ne va pas y avoir de descendance. C'est de la même manière que je vous dis, si vous voulez que la consoude, là où vous l'avez mise, continue à produire, il faut la tondre. Si vous ne la tondez pas, à un moment donné, vous arriverez à la saturation et la consoude va se dire, c'est plus mon environnement. Moi, je cherche un environnement pauvre en potasse. Donc là, on est dans un environnement riche en potasse. Il ne faut pas oublier que dans la nature, il y a une consoude ici, une consoude là-bas. Et on est globalement dans une zone où il y a un manque de potasse. Donc la consoude, elle survit des années. Et elle donne aux plantes qui l'absorbent tout de suite. Hein? Donc vous aussi, quand vous avez des concentrations, c'est peut-être pas l'idéal. L'idéal, c'est peut-être d'en avoir une par-ci, une par-là. Hein? Voilà. Mais ça, c'est tout plein de choses à retrouver. En arboriculture, c'est pareil. Hein? En arboriculture, c'est pareil. On avait des pommiers sur des kilomètres et il faut peut-être qu'on ressorte de ça. En Tunisie, on plantait un abricotier, un oranger, un nectarinier, un machin comme ça. Et il y avait un rythme. Et quand on est venu avec les produits, on dit « Oh, ça, c'est pas possible, on peut pas traiter parce qu'il faut traiter un arbre après l'autre. » Ils ont tout arraché. Ils ont remis que des orangers, que des nectariniers, que des amandiers, que des trucs, et puis ils ont pu traiter. Le problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en traitant, ils ont pollué l'eau. Quand ils ont pollué l'eau, ils ont pollué les sols, ils ont pollué les nappes, parce que les nappes, il n'y en a pas trop chez eux quand même. Hein? Et en fin de compte, ça a été la catastrophe. Alors qu'avant, pendant des millénaires, ils ont réussi à avoir une production fruitière de qualité, mais au lieu de faire 40-50 tonnes à l'hectare, ils n'en avaient que 15. Mais 15 de bonne qualité. De 15 de bonne qualité qui nourrit la personne qui le mange. Hein? C'est exactement comme si vous achetez un poulet fermier, ou que vous élevez un poulet chez vous, il faut vous le cuire 2 heures, et après il faut tirer pour enlever la viande de l'os, et que vous achetez un poulet supermarché, comme je les appelle, vous le cuisez 20 minutes, vous prenez la pâte, vous secouez d'un côté, vous avez les os d'un côté, et vous la viande de l'autre. Hein? Et puis quand on a des poulets comme ça chez nous, ma femme, il faut qu'elle en fasse 3, on était 7, il faut qu'elle en fasse 3. Et quand on sort de table, on a faim. Et quand on fait un poulet de chez nous qui a le même poids, eh ben on en mange 2 fois. Et il faut quand même se poser la question, c'est vrai que, voilà. Donc là, c'est des repères. Vous voyez que l'abricot, la prune, tout ça, c'est des petits fruits, c'est différent, mais ça a des besoins aussi. Et vous remarquerez que les pépins, par rapport aux noyaux, les pépins, ils ont besoin de plus de phosphore, hein, parce qu'ils ont besoin de plus de structure. Après, on passe dans les petits fruits, enfin les fruits, vous voyez que le kiwi, c'est pas négligeable. Mais regardez un peu le kiwi au niveau de la potasse, c'est pas mal. Hein. Et le calcium, il en a besoin, mais si vous plantez le kiwi dans une terre calcaire, il ne va pas aimer du tout. Alors c'est ça le problème. Il a besoin de calcium, mais il ne supporte pas un terrain calcaire. Et il en a besoin de plus que du pommier. Donc il faut lui apporter différemment. Donc il faut lui apporter sous forme de fragments de végétaux. Il faut qu'il soit dans une terre plus humifère. C'est une plante de forêt vierge. Dans une couche d'humus de 1, 2, 3, 11 mètres même, des fois. Donc ça pousse là-dedans. Donc il faut faire attention à ça. La framboise, vous voyez que c'est pas négligeable. Il en faut aussi, quand je vous dis qu'il en faut beaucoup plus, quand vous regardez avant la poire, il lui en faut beaucoup, mais vous avez un arbre tous les 10 mètres, ça c'est des hautes tiges. Hein. Un arbre tous les 10 mètres, les framboisiers, c'est juste l'un à côté de l'autre. Hein. Faut relativiser la chose. Donc le framboisier, vous voyez, le calcium, il n'en a pas besoin. Les autres brés d'arbustes, il n'y en a pas besoin. Et la myrtille, il n'y en a pas besoin. La myrtille, sol acide, elle n'a pas besoin de calcaire. Alors comment vous faites pour ajouter du calcaire
sans ajouter d'acidité ou garder l'acidité dans le sol. Il y a un moyen. Parce que quand vous ajoutez du calcaire, normalement, l'acidité baisse dans le sol. Quand vous apportez de la chaux c'est basique. Donc vous jetez de la chaux dans un sol acide, vous augmentez le pH, c'est-à-dire on va vers le pH basique. Si vous voulez approvisionner le sol en calcium sans faire baisser l'acidité, vous apportez du plâtre. Dans le plâtre, il y a le soufre. Et la dégradation, c'est de l'acide sulfurique. Ah, on est dans la chimie, là, comme dans la cuisine. Hein. Voilà. Donc, il y a des choses à faire. Donc, il faut juste se renseigner. Voilà, alors, les apports de matières fertilisantes. Là, je vous donne un peu un ordre d'idée de ce qu'on apporte en apportant quelque chose. Il y a la cendre de bois, il y a le fumier de cheval, le fumier de vache, le fumier de poule, et le compost vert mûr. Le compost vert mûr, c'est les branches, disons les branches vertes hein, de l'arbre. Le compost que l'on fait, nous, c'est pas du compost vert. Il y a plus de brun dedans. Voilà, donc vous voyez que déjà, on n'apporte pas tous les ans, sauf la cendre de bois, vous pouvez l'apporter tous les ans. Vous apportez 1 tonne à l'hectare, c'est-à-dire 100 grammes au mètre carré. Pas plus, hein. C'est ce que vous tenez dans une main. Donc faites attention quand vous venez avec des seaux de cendre. C'est pas bon, hein. C'est trop basique, non? Bah attendez, moi j'ai fait l'expérience, hein. Je peux vous dire ce qui se passe. Vous déstructurez totalement votre sol. C'est-à-dire que les agrégats, enfin, ils se déstructurent dans le sens où, d'une pâte, vous vous transformez en farine. D'accord? Quand le vent souffle, vous voyez votre sol partir. Et c'est pas une connerie, hein. Comme dans le désert, hop, vous avez des petits filets de sol qui partent. Et qu'est-ce qui reste? Que les cailloux. Ah. Faites attention à ça. Non, mais c'est pas une connerie. C'est pas une connerie. J'ai fait ça dans mes fraises et mes fraises, elles ont tiré la gueule, hein, je peux vous dire. Alors, quand vous êtes dans ce genre de choses et que vous voulez y remédier, un bon paillage au BRF règle le problème. Hein. Voilà. Donc, le fumier de cheval, 20 tonnes tous les 3 ou 4 ans. Pour tous les fumiers, c'est pareil. Hein. Le compost mûr, c'est tous les 3 ans. Donc, vous avez ici à peu près ce que vous pouvez apporter en azote. Alors, en dessous, c'est les unités, 14 à 36 tonnes à l'hectare. Hein. Alors 14 à 36. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. Je pense... Alors, j'avais mis ça, 0 à 20. Je sais plus ce que ça veut dire. J'ai perdu la mémoire depuis l'année dernière. C'est pas les unités carbone azote Non, parce que je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Voilà. Parce qu'au-dessus, on dit qu'on apporte quand même 130 kg d'azote. Hein. Voilà. J'ai une petite question là. Je sais pas, peut-être que j'ai pas tout suivi. Oui. Moi, je mets bien du fumier de vache tous les ans là, avant de bêcher, enfin au moment de... Mais ça, c'est ton jardin. Oui. Là, on parle du verger. D'accord. Ok. Ah, mais tous les ans, dans le jardin, c'est pas bon non plus. Hein. On dit tous les 2 ans. Tous les 2 ans plutôt. Oui. Et vaut mieux le fumier, en automne, tu le mets au-dessus. C'est ce que je fais là. Ouais. Tu le mets au-dessus, et là, maintenant, normalement, il est décomposé. Et donc, tu as juste à remuer les 8 premiers centimètres. Hein. Et pourquoi seulement tous les 2 ans? Parce que, en général, d'une année à l'autre, tu mets une année le fumier, une deuxième année le calcium. Une année le fumier, deuxième année le calcium sous forme de chaux. Hein. D'accord. Tu mets pas. Alors le calcium va augmenter l'activité du sol, l'activité bactérienne, donc va consommer le fumier. Si tu ne rajoutes pas de fumier, tu as des problèmes. Ce qu'on dit, c'est la chaux enrichit le père, appauvrit le fils. Ou il y a un deuxième dicton, c'est qui chôle sans fumer, s'appauvrit sans y penser. Ça veut dire que pendant 2 ans, vous aurez une super récolte, et après, cric, il n'y a plus rien. Donc en alternance, une année sur 2. Une année sur 2. Et la chaux, tu la mets quand il y a de la neige. Enfin, le repère, c'est ça. La neige, oui, mais il n'y en a plus. Mais je veux dire, tu sais, quand tu ne les mets pas au mois de juillet. Ok, d'accord. Hein, parce que là, tu es sûr de ne pas avoir de neige. Ouais.
On mettait quand il y avait de la neige, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en l'épandant, on voyait où est-ce qu'on en avait mis. Hein? Sur la neige, tu le vois bien. C'est sûr qu'il n'y a plus de neige, mais bon, voilà. Tu sais quand est-ce qu'il devrait y avoir de la neige. Parcimonieusement ou quand Ah on ben oui, voilà. Tu les prends à la volée, hein, c'est ça. Voilà. Alors tout ça, il faut faire attention. Ça, ce sont des données théoriques. Si vous laissez le bois, si vous laissez tout, si vous avez une grande récolte, il faut moduler. Hein, c'est des points de repère. Avant, vous avez vu qu'il y avait 2 kg de calcium. Là, on est à 174 kg de calcium pour apport. Donc, vous voyez que la cendre de bois, on apporte quand même beaucoup. Maintenant, la cendre de résinée ou la cendre de chêne, c'est pas tout à fait la même chose parce que dans la cendre de chêne, vous avez beaucoup d'argile. Parce que vous avez d'autres éléments dans les tanins, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur. Le bois, il est aussi beaucoup plus dense. Le chêne fait beaucoup plus de cendre que le pin, par exemple. Hein. Donc il y a des choses que l'on apporte, mais cendre de bois, ayez à l'idée une poignée par mètre carré, ça suffit. Vous faites ça et vous dites merde, j'ai rien mis. Oui, c'est bien, mais ça suffit. Faites-le tous les ans. Alors quand vous avez des seaux et des seaux et des seaux, vous le répandez sur le gazon, des choses comme ça, qu'il absorbe beaucoup plus facilement. Hein, parce que c'est un sol couvert. Et si au jardin de Saint-Gall, si vous en avez, devant vous avez un verger, vous commencez un verger, là vous pouvez en mettre. Hein. Ça, c'est pas un problème. Dans votre jardin, respectez la dose que je vous ai montrée. Le repère, c'est la poignée comme ça, au mètre carré, pas plus. Et la cendre d'acacia? Mais c'est de la cendre, là je ne fais pas de différence, c'est de la cendre. Il faut. Alors quand vous avez une cendre qui est bien blanche, elle est costaud. Quand elle est grise, elle est moins brûlée. Et quand elle est noire, c'est qu'il y a encore du carbone dedans. Et c'est très bien le carbone. Hein. Très bien parce que ça fait ce qu'on appelle la terra preta, la terre noire qu'on a en Amazonie quelque part, qui est une terre qui reste fertile pendant 1000 ans, au moins. Hein, on pourra en parler après, je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais il paraît que le charbon par contre est toxique. Pour qui? Les mulots, oui. Pas pour la terre. Non, mais non, le charbon n'est pas toxique pour le sol. Comment vous faites un masque à gaz? Comment vous faites un masque à gaz? Voilà. Alors, il est toxique. Vous avez récupéré le charbon du masque à gaz qui a servi au masque à gaz dans une usine chimique. Je vous le déconseille. D'accord? Le bois brûlé, c'est bon. Alors, quand vous avez des problèmes de mulot, incorporez un peu de charbon de bois dans le sol, ils n'aiment pas ça du tout. Hein, vous non plus, quand vous n'aimez pas manger avec du charbon de bois dans la bouche. Hein. Eux, pareil. Alors, le charbon de bois n'est pas toxique parce que c'est une des compositions majeures de la terra preta. Alors, le charbon de bois fonctionne comment? C'est un absorbant-désorbant. C'est-à-dire que quand il y a trop de quelque chose, il l'absorbe, et quand il n'y en a plus assez, il le relargue. Hein, c'est une éponge. En plus, il y a plein d'alvéoles dans lesquelles il y a des bactéries et des champignons qui peuvent passer. C'est de sortes de petites casemates. Quand il y a un gros problème, là-dedans, il y a de la réserve. Hein, c'est des petits nids. Donc il n'est pas du tout toxique. Alors on dit toxique. Il y a alors, vous prenez du charbon de bois parce que vous avez brûlé des caisses de bois qui étaient traitées avec des sels de chrome. Alors là, je vais vous dire, oui, il est toxique. Mais vous prenez du charbon de bois de votre barbecue, que quand vous avez fini votre barbecue, vous mettez de l'eau dessus, vous ne voulez pas le rentrer chez vous, vous préférez le garder le propre dans le sac et l'autre, qu'est-ce que vous voulez en faire? Plutôt que de le laisser brûler, vous l'éteignez, vous le versez sur place, vous l'écrasez un peu avec les pieds, après, ça c'est excellent. Parce que si ça c'est toxique, moi je ne mange pas ce que vous avez cuit dessus. Soyez logique jusqu'au bout. Hein. Non, ma question c'était est-ce que c'était toxique pour la vie du sol et non, du tout, au contraire. Au contraire, c'est un, je vous l'ai dit. Hein. Alors, les charbons de bois que l'on utilise pour les barbecues sont des charbons de bois qui sont un peu trop cuits, si vous voulez. Ils sont cuits au-dessus de 700 degrés, donc ils sont un peu vitrifiés.
Le charbon de bois qu'on devrait utiliser pour les barbecues, c'est des charbons de bois qui sont cuits, j'ai dit cuits, à basse température, 200-300 degrés, dans lesquels il y a encore un peu de goudron et de choses comme ça, qui permettent d'avoir un fumé. Hein. C'est ce qu'on utilise pour je dirais, fumer le poisson, ce genre de choses. Hein. Le charbon de bois qu'on utilise pour le sol, c'est la tranche du milieu. C'est tout. Donc une fois que votre charbon de bois, vous l'avez repassé au barbecue bien chauffé, bien rouge, il passe plutôt dans cette gamme-là qui est bon. D'accord ? Mais en général, vous avez déjà du vitrifié quand vous l'avez dans le sac. Mais si vous prenez par exemple du bois, que vous le brûlez vous, et que vous faites votre barbecue avec des déchets de bois, en fait attention, les déchets de bois de caisse. Hein. Ça c'est un problème, mais les déchets si vous avez des petites branchettes de taille qui sont dans un coin et qui viennent de chez vous, évidemment, moi je ne fais pas autrement. Hein. Voilà. J'ai jamais acheté du charbon de bois. Hein. Ça me fait mal au cœur. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Donc là, je vous laisse regarder, vous faites votre idée. Vous voyez que quand vous apportez du compost, vous apportez, enfin du fumier, vous apportez quand même pas mal de choses. Hein. Alors le fumier de poule, il est très fort. Ils l'utilisent plus en arboriculture parce que ils mettent du fumier de poule, ils ont du puceron, en veux-tu, en voilà. Ils ne veulent plus, les gens ne veulent plus. Alors vous vous rendez compte, regardez le fumier de poule, 520 kg par rapport à 130 le fumier de cheval. Le fumier de cheval, le fumier de vache, c'est celui-là qui est le plus adapté à l'arboriculture. Le fumier de poule, il est costaud. Hein. Il est vraiment costaud. Alors vous pouvez le mettre dans le jardin, mais bon, il est costaud. Hein. En sachant qu'on en apporte, parce qu'il faut aussi... Le fumier, c'est pas seulement l'apport d'éléments, c'est aussi l'apport de la structure. Donc pour avoir la structure, il faut 20 mètres cubes par tous les 3-4 ans. C'est la structure qu'on cherche. Et ma foi, avec le fumier de poule, on apporte aussi le reste. Hein, voilà. On parle bien de verger, là, pour les arbres. Là, on parle... Pas pour le jardin où on plante des légumes. Non. D'accord. Je fais la différence. D'accord. Moi, je posais la question là pour les légumes là tout à Mais l'heure. les légumes, de toute façon, tu as un export beaucoup plus grand parce que les légumes, c'est de l'intensif. Hein. Ouais. Donc vous faites de l'extensif au niveau de votre verger. Si vous voulez faire de l'intensif, vous êtes à 80 tonnes à l'hectare. Hein. Donc le 40 tonnes à l'hectare, c'est les repères que l'on a ici, sont du verger, disons, fermier, non poussé à bout. Hein, c'est-à-dire que le gars, il va apporter un peu de choses, il va apporter du fumier, des choses comme ça. Il sortira 40 tonnes à l'hectare. Pour les pommes, si vous laissez un verger comme ça, sans vous en occuper, c'est 15 tonnes à l'hectare. Alors, je donne juste un petit aparté. La Chine produit 30% des besoins mondiaux en pommes, poires, nashi. Elle a des rendements de 18 tonnes à l'hectare. 30%, 18 tonnes à l'hectare. Ici, on arrive facilement à des rendements de 50, voire 80 tonnes à l'hectare. Imaginez que la Chine fasse comme nous, tous nos arboriculteurs, ils remballent leurs arbres. On est en surproduction mondiale. Gardez ça en tête. Ça veut dire que, en d'autres termes, on risque à terme de se retrouver qu'avec des fruits qui viennent de Chine. Ah. Parce que là-bas, ils ne s'embêtent pas au niveau des traitements. Ils n'ont plus d'abeilles, donc il y a des petits Chinois qui pollinisent à la main avec une plume et une perche. Hein, non, mais c'est pas des conneries. Hein. Ils récoltent l'urine dans les écoles, Oui. l'urine des enfants, Oui. pour vaporiser, Oui. pour les frites. Oui. Mais ça, vous pouvez le faire aussi. Oui. Vous faites... enfin, les garçons peuvent mieux. Moi, je fais pipi dans un arrosoir, mais c'est... il y a des villes en France qui le font aussi, qui récupèrent l'urine. Alors l'urine,
Il y a un engrais qu'on utilise beaucoup, c'est la perlurée. Perlurée, c'est une perle d'urée. Et l'urée, c'est l'urine. Hein. Donc, à la chute des feuilles, si vous vaporisez sur les feuilles, vous apportez de l'urée, et l'urée, ben, les bactéries s'en nourrissent pour dégrader la feuille. Donc, vous le retrouvez dans le compost, vous voyez. Et si vous faites par exemple du BRF et que vous étalez du BRF, ce qui se passe, c'est que la première année, vous avez une fin d'azote. Parce que le temps que les champignons se mettent en place, les bactéries, elles vont consommer de l'azote, parce qu'il faut bien qu'elles grandissent, parce que le BRF n'est pas encore dégradé. Il faut commencer bois raméal fragmenté, les petits copeaux de bois. Hein. Pourquoi bois raméal? Parce que c'est seulement les rameaux, c'est pas les grands troncs. Parce que le rameau a beaucoup plus d'aubier que les grands troncs. Et la sève élaborée, la sève brute passe dans l'aubier. Et c'est là où il y a les éléments. Tandis que l'autre, c'est du bois mort, c'est une structure, donc c'est ligneux, ça met 4, 5, 6 ans à se dégrader, même plus. Une poutre de chêne, tu vois combien de temps qu'il faut pour la dégrader. Alors que l'aubier se dégrade très rapidement. Un chêne que tu coupes, tu as la partie blanche autour, en 2 ans elle est morte. Et au milieu, il fait une centaine d'années. C'est un